Voici le plan de la présentation. Nous commencerons par un bref contexte afin de comprendre pourquoi les revues systématiques vivantes se sont développées. Nous verrons ensuite ce que c'est exactement une revue systématique vivante, ainsi que ses principes et caractéristiques. Puis, nous aborderons les questions importantes de savoir dans quelle situation une revue systématique vivante est réellement appropriée et pertinente. Dans une quatrième partie, nous parlerons des méthodes spécifiques en revue systématique vivante. Nous discuterons ensuite de quelques recommandations pratiques, en particulier concernant l'organisation des équipes, les ressources nécessaires et les outils technologiques. Et je vous présenterai également un exemple concret de revue systématique vivante. Et enfin, nous terminerons par les implications plus larges des revues systématiques vivantes pour la recherche. Donc, avant d'aborder les revues systématiques vivantes, il est important de rappeler pourquoi les revues systématiques sont devenues essentielles en santé. Aujourd'hui, les médecins, les décideurs en santé, les chercheurs, les financeurs sont confrontés à une quantité énorme d'informations scientifiques. La littérature biomédicale a des milliards de nouveaux essais cliniques publiés chaque année. Et dans ces contextes, il devient pratiquement impossible pour un clinicien ou un décideur de lire, analyser et interpréter individuellement toutes les études disponibles. Les revues systématiques ont justement été développées pour répondre à ces problèmes. Elles permettent de synthétiser de manière rigoureuse et transparente l'ensemble des données probantes disponibles afin d'aider à la prise de décision clinique et de santé publique. Et lorsqu'il est possible de combiner statistiquement les résultats des études, on peut réaliser une méta-analyse qui va donner des estimations plus précises des effets de l'intervention que les effets fournis pour chaque étude individuellement. Ces graphiques-là, ils illustrent les étapes d'une revue systématique. On commence par définir la question de recherche et rédiger un protocole. Puis, on réalise la recherche bibliographique, la sélection d'études, l'extraction des données, l'évaluation de la qualité méthodologique, ou ça fait dire de risque de biais. Puis, la synthèse des résultats, si c'est possible, éventuellement sous forme de méta-analyse, et avant d'aboutir aux conclusions et diffuser les résultats, la diffusion des résultats. Mais chaque année, de nouveaux essais cliniques sont publiés en rythme de plus en plus importante, ce qui représente un défi majeur pour les synthèses des données probantes. Ces courbes-là illustrent l'augmentation exponentielle du nombre d'études enregistrées dans clinicaltrials.com. Cependant, à mesure que de nouvelles études sont publiées, les revues systématiques peuvent rapidement devenir obsolètes et ne plus refléter l'état actuel des connaissances. Des travaux méthodologiques comme cette étude, que c'est déjà un petit peu âgé, mais ont montré que le temps médian avant qu'une revue systématique nécessite une mise à jour est d'environ 5 années et demie. Mais il y a des signaux indiquant qu'une mise à jour est nécessaire. Il peut apparaître beaucoup plus tôt. Et après seulement 2 années, une proportion importante de revues systématiques ne reflète déjà plus complètement les données probantes disponibles. Ça fait dire qu'ils deviennent obsolètes très rapidement. Les mises à jour d'une revue systématique consistent à produire une nouvelle version de la revue et qui intègre de nouvelles études, de nouvelles méthodes ou de nouvelles analyses. Mais la mise à jour de revues systématiques représente un processus complexe et souvent très long. Les délais entre la réalisation de la dernière recherche bibliographie et la publication d'une revue systématique dépassent fréquemment un an. Normalement, c'est beaucoup plus d'un an. De plus, les délais entre la publication d'une étude primaire et son intégration dans une revue systématique peuvent varier de plusieurs années. Ces situations illustrent les compromis constants entre l'actualité des données probantes
et la rigueur méthodologique nécessaire à la réalisation de revues systématiques de haute qualité. Plusieurs défis compliquent également le processus de mise à jour. Il peut être difficile d'identifier quelle revue devra être mise à jour en priorité. À cela s'ajoutent des contraintes importantes en termes de ressources humaines et organisationnelles. Il a des difficultés à mobiliser des équipes d'auteurs pour réaliser les mises à jour et c'est une charge de travail importante pour maintenir la revue à jour. Dans ce contexte, que c'est difficile de mise à jour et les revues systématiques deviennent obsolètes très rapidement, en 2014, le concept de revue systématique vivante a été proposé afin de répondre au défi de maintenir à jour des synthèses données probantes et de réduire les décalages entre la publication de nouvelles études et leur intégration dans les revues systématiques. Par la suite, il y a plusieurs des groupes de recherche ont commencé à expérimenter cette approche, notamment au sein de Cochrane. Et cette courbe-là présente l'augmentation importante du nombre de publications sur les revues systématiques vivantes. Cette croissance s'est particulièrement accélérée après 2019 dans le contexte de la pandémie de Covid, cette situation a mis en évidence la nécessité de disposer de données probantes continuellement actualisées afin de soutenir rapidement les décisions cliniques et de santé publique. Ouais, laisse-moi savoir si ça passe. C'est bien. Okay. C'est bon pour tout le monde, normalement. OK. Donc, dans ce contexte où les revues systématiques classiques, ils deviennent obsolètes très rapidement et c'est difficile il prend beaucoup de temps et de ressources de faire des mises à jour. C'est que l'idée des revues systématiques vivantes apparaît. Et donc, qu'est-ce que c'est une revue systématique vivante? Une revue systématique vivante est définie comme une revue systématique continuellement mise à jour, intégrant les nouvelles données probantes pertinentes dès qu'elles deviennent disponibles. Les revues systématiques vivantes conservent les principes fondamentaux de revues systématiques classiques, c'est-à-dire ce n'est pas une nouvelle méthodologie, c'est plutôt une manière différente d'organiser les mises à jour des synthèses de données probantes. Et cette approche peut être utilisée dans différents domaines et pour différents types de revues. Ça veut dire qu'on peut faire une systématique revue vivante, on peut faire une scoping revue vivante aussi. Donc, la méthodologie de la systématique review ne va pas changer. C'est une autre méthode d'organiser la mise à jour. Les revues systématiques vivantes se distinguent des revues systématiques standards pour une organisation fondée sur une surveillance continue de la littérature et des données probantes. Dès le début du projet, les stratégies de recherche, les modalités d'intégration de nouvelles études et les mises à jour sont planifiées afin d'assurer la transparence, la cohérence et l'actualisation rapide des conclusions lorsque de nouvelles données deviennent disponibles. Cette approche transforme plusieurs dimensions de la production et de la publication des revues. Le processus de travail devient continu, avec des recherches fréquentes, souvent soutenues par des aléas automatiques et des systèmes de veille documentaire. Elle implique également un effort coordonné et soutenu des équipes des auteurs, plutôt que des mises à jour ponctuelles espacées dans le temps, que c'est le cas de les revues systématiques classiques et standards. Enfin, les modalités de publication sont généralement plus dynamiques et principalement en ligne afin de permettre une actualisation régulière du contenu plus facilement. Donc, quand une revue systématique vivante est l'appropriée. Pour déterminer si une revue systématique vivante est appropriée, plusieurs éléments doivent être pris en compte. L'idée n'est pas que toutes les revues systématiques deviennent automatiquement vivantes.
mais plutôt d'identifier les situations où cette approche apporte une valeur ajoutée. Les premiers critères concernent l'importance de la question pour la prise de décision clinique ou de santé publique. Les ressources nécessaires pour maintenir une revue systématique vivante sont importantes. Cette approche est surtout pertinente lorsque la question est considérée comme prioritaire pour les cliniciens, les décideurs, les patients ou les organisations de santé. Ces priorités peuvent être identifiées à travers des exercices formels de définition des priorités, des échanges avec des organisations cliniques ou de santé publique, ou encore à partir de l'utilisation et de l'impact des revues existantes sur les mêmes sujets. Un exemple, c'était la pandémie de COVID-19. Le deuxième élément concerne le niveau de certitude des données probantes déjà disponibles. Une revue systématique vivante est particulièrement utile lorsqu'il existe encore une incertitude importante concernant les effets d'une intervention. Celle peut correspondre à des données probantes de faibles ou très faibles certitudes, selon l'approche GRADE, à des lacunes importantes dans les connaissances disponibles, ou encore à des domaines où de nouvelles interventions apparaissent rapidement ou sont susceptibles de modifier les conclusions existantes. Le troisième aspect consiste à évaluer si de nouvelles données probantes sont susceptibles d'émerger rapidement dans les domaines concernés. Parce que si on n'atteint pas beaucoup de essais publiés, ce n'est pas la peine de faire une revue systématique vivante. Les revues systématiques sont surtout adaptées au domaine de recherche très dynamique, où de nombreuses études sont en cours ou sont attendues. Pour cela, il est possible d'utiliser des recherches exploratoires. On peut consulter les registres pour savoir qui sont les études enregistrées qui vont être publiées, ou encore examiner les résumés des congrès afin d'anticiper l'arrivée de nouvelles études. Et enfin, la faisabilité est un élément aussi essentiel de revue systématique vivante, parce que les revues systématiques vivantes représentent un engagement continu de l'équipe de recherche. Ça exige des ressources suffisantes en financement, en personnel et en temps afin d'assurer la surveillance continue de la littérature et la mise à jour régulière de la revue. Ça fait dire que ça nécessite une organisation stable, une expertise, idéalement une expertise en recherche documentaire et une coordination claire entre les membres de l'équipe et idéalement un soutien éditorial et institutionnel favorisant la duration du projet. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à quoi une revue systématique vivante est appropriée? Professeur Boutron, vous avez quelque chose à ajouter? Non, peut-être juste pour faire une petite synthèse, il faut bien avoir en tête que finalement, quand on va faire une revue systématique vivante, on est en train de mettre en place presque une plateforme, quoi. Donc, vous voyez, c'est un projet, c'est une plateforme qui a pour vocation d'être sur le long terme. On n'est pas en train de faire un one-shot, on fait la revue systématique, on publie, on s'arrête. Donc, c'est pour ça que vous avez vraiment besoin de définir pour quelles questions vous allez le mettre en place, parce que vous n'allez pas pouvoir le faire pour tout. Donc, il y a vraiment une réflexion sur ça va être quoi nos priorités. Et comme l'a très bien dit Carolina, ça doit être sur un domaine qui bouge. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en place toute une infrastructure pour des questions de recherche qui vont être où il y a un essai publié tous les 3 ans. Ça n'a aucun sens, ça n'aurait aucun intérêt. Donc, vous voulez une revue systématique vivante pour, au contraire, un domaine où vraiment il y a beaucoup de recherches qui sont faites et de nouvelles informations qui sont disponibles. La deuxième chose qui, je pense, est importante quand on réfléchit, c'est qu'on ne va pas le faire pour une question ciblée. Vous voyez, on va pas, quand on fait une revue systématique, il y a toujours un choix qui est toujours difficile, c'est est-ce qu'on fait une question ciblée,
Par exemple, si on reprend l'exemple de la Covid, est-ce que le vaccin AstraZeneca est efficace pour éviter la Covid-19? Ça n'aurait pas de sens de faire une revue systématique pour une question aussi ciblée. Par contre, quelle est l'efficacité des vaccins dans la Covid-19? Là, ça a un sens parce qu'on a quand même beaucoup de vaccins, donc on va avoir beaucoup de données qui vont arriver et puis on va avoir beaucoup d'informations et ça va impliquer de mettre en place cette plateforme qui permettra d'informer finalement de nombreuses décisions différentes. Un autre exemple de revue systématique vivante qu'on avait commencé à faire, c'était les traitements pour le cancer pulmonaire à petites cellules. Et là, c'est pareil, c'était un domaine où il y avait des immunothérapies qui arrivaient. Tous les jours, il y avait de nouveaux traitements. Et donc, on n'était pas en train de se focaliser sur un traitement, on était en train de se focaliser sur tous les traitements qui vise à traiter ce cancer à petites cellules. Alors, c'était tous les traitements pharmacologiques, bien sûr, mais toutes les chimiothérapies et toutes les immunothérapies. Donc voilà, ça c'est important parce que sinon, c'est quand même des infrastructures qui sont coûteuses, à la fois en termes d'organisation et en termes de personnel. Et donc, c'est pour ça que c'est important de les faire que quand ça a un sens de les faire. Je crois qu'il y a une question, Lina, que j'ai vu apparaître, non? Oui, merci. Donc, en dehors de revues dynamiques, revues vivantes, centrées sur le design RCT, est-il pertinent dans le domaine de la santé, environnement, exemple, études prospectives, pollution air sur risque hospitalisation? Vous voulez que je réponde, Carolina, ou vous voulez répondre? Non, je sais pas si j'ai entendu. C'est sur le risque de la santé environnementale par rapport à... Je peux répondre si vous voulez. Oui. La question, c'est vraiment, en fait, le fait refaire une revue systématique vivante, ça peut être sur n'importe quel domaine. Nous, par exemple, on est plus dans le domaine de l'évaluation des traitements des maladies chroniques, donc on va le faire sur les traitements des maladies chroniques. Mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Donc, si on est dans le domaine de la santé, on peut très bien sur... alors, études prospectives pollution air sur le risque d'hospitalisation. Là, pour le coup, j'ai dit qu'il fallait être large, mais là, pour le coup, c'est beaucoup trop large. C'est beaucoup trop large. Il ne faut pas non plus, faut être en capacité de synthétiser cette connaissance. Donc, c'est vrai que des fois, les cliniciens ou les chercheurs, ils ont tendance à vouloir embrasser trop large. Si vous embrassez trop large, vous risquez de vous perdre. D'accord? Sauf si vous êtes dans une infrastructure extrêmement habituée et extrêmement organisée pour répondre à ça. Donc, il vaut mieux quand même cibler, par exemple, là, pollution air sur risque d'hospitalisation. Je serais un peu plus précise sur quel type de pollution ou quel type d'hospitalisation, enfin voilà, quel type d'études on va intégrer. Mais en tous les cas, ce n'est pas du tout lié au design RCT. Ça peut être, par exemple, pendant la Covid, quand on a fait les vaccins, à un moment donné, on a switché des essais randomisés aux études observationnelles parce que les essais randomisés ne répondaient plus à la question qui intéressait les décideurs, alors que c'était les études observationnelles qui étaient en capacité de répondre aux questions des décideurs. Et oui, et c'est aussi, ça dépend de combien d'études et ils attendent sur le sujet. Parce que c'est sujet donné. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je propose que vous continuez, Carolina. OK. Voilà, dans la section suivante, nous présenterons les méthodes utilisées pour réaliser une revue systématique vivante, mais uniquement sur les aspects qui sont différents des revues systématiques standard, parce que nous avons dit déjà que la méthodologie, c'est pareil. La méthodologie ne change pas par rapport à la revue systématique standard ou classique. Nous avons ici un schéma qui va nous aider à comprendre l'organisation et le flux de travail d'une revue systématique vivante. Et la caractéristique principale de ce système est la présence d'une boucle ici.
Une fois la revue actualisée et mise à jour, le processus revient à l'étape des recherches et des tri des résultats. OK, donc on va parler sur la première étape qui consiste à planifier la revue systématique et à élaborer un protocole. Comme pour toute revue systématique, un protocole doit être élaboré et enregistré, par exemple, dans Prospero ou des plateformes ouvertes. Une revue systématique vivante peut être conçue dans le départ sous forme de vivante ou être développée à partir d'une revue systématique existante, auquel cas le protocole initial doit être adapté pour intégrer les spécificités du monde vivant. Ça veut dire si on a une revue systématique classique et on veut changer à vivante, on doit modifier le protocole. Et si on va commencer la revue systématique avec l'idée de faire une revue systématique vivante, on doit faire un protocole avec tous les éléments d'une revue systématique vivante. Le protocole reprend les éléments habituels d'une revue systématique classique, mais doit également inclure plusieurs considérations propres au fonctionnement continu de la revue. Tout d'abord, le protocole doit justifier clairement le fait que la revue va être en revue vivante et préciser explicitement qu'il s'agit d'une revue systématique vivante. Il doit également définir à l'avance la fréquence de recherche bibliographique de toutes les sources consultées, ainsi que la fréquence de triage des études, qui c'est normalement les mêmes fréquences que les fréquences de recherche. Concernant la synthèse des données, le protocole doit préciser si les nouvelles données probantes seront intégrées immédiatement dans la revue ou si l'intégration peut être différée dans certaines situations. Lorsque cette intégration peut être reportée, un cadre décisionnel doit être décrit afin d'expliquer les critères guidant cette décision. On va parler sur ça après. Le protocole doit aussi détailler les approches statistiques prévues pour la mise à jour des méta-analyses et des analyses quantitatives réalisées de façon répétée. Et par ailleurs, il est recommandé de décrire les études ou approches utilisées pour soutenir le fonctionnement de la revue, comme certaines méthodes d'automatisation, de machine learning ou d'un tri d'études. Le protocole doit également prévoir des moments réguliers de réévaluation de la portée de la revue, des méthodes utilisées ainsi que des stratégies de recherche. Enfin, il est important d'anticiper les conditions dans lesquelles la revue pourrait sortir du moment vivant. Donc, soit ça, ce sont les éléments du protocole qu'on ne trouve pas dans le protocole d'une revue systématique classique. Ils sont tous associés à les caractères continués de la revue systématique vivante. Après la publication du protocole, il est nécessaire de réaliser une première version de la revue systématique, incluant tous les études disponibles à ce moment-là. Ces versions initiales correspondent à une revue systématique standard. En général, il est recommandé de disposer d'une version initiale publiée de la revue systématique. Et ces revues, c'est la base de référence pour les futures mises à jour continues. Cependant, la publication peut prendre différentes formes. On peut faire l'article publié dans une revue, préprint ou mise en ligne sur une plateforme ouverte. L'important est surtout que la revue initiale soit complétée et accessible avant de commencer le processus de mise à jour continue. Et dans les cas où une revue systématique standard existe déjà, pour notre question de recherche, il est nécessaire de réaliser une mise à jour de cette revue et de publier cette version actualisée avant le passage au mode vivant. Ça veut dire qu'on doit faire une revue systématique standard pour être à jour quand on commence les process vivants.
Donc, une fois cette étape réalisée, la revue entre alors dans un processus continu de surveillance des nouvelles données probantes et de mises à jour régulières. Les recherches sont réalisées selon des intervalles prédéfinis, comme on avait dit dans le protocole. Et c'est recommandé minimum de 3 mois, mais ça dépend de la dynamique et du contexte de la question de recherche. La fréquence de recherche doit être adaptée exactement au rythme de production de nouvelles études dans les domaines concernés. Les recherches de données non publiées et des registres d'essais cliniques restent également importantes, même si elles sont difficiles d'automatiser, mais ce n'est pas impossible. Il y a des méthodes ou des outils pour aussi automatiser la recherche dans les registres. Toutes les références identifiées sont généralement regroupées dans une bibliothèque unique, par exemple dans Zotero ou EndNote, afin de gérer tous les doublons et de suivre les nouvelles références issues de différentes mises à jour. Donc, on doit organiser tous les fichiers pour savoir dans quel processus de recherche on a trouvé quelle étude. Et enfin, les stratégies de recherche doivent être, on doit réévaluer régulièrement afin de tenir compte des évolutions du domaine, des nouvelles indexations des bases de données. Par exemple, il y a quelques années, PubMed a changé la façon d'indexer les études ou des modifications éventuelles des critères d'éligibilité de la revue. Et les résultats des recherches et du processus de sélection sont ensuite rapportés de manière transparente, généralement à l'aide de diagrammes de flux prisme adaptés à une revue systématique vivante. Après la recherche, on fait le tri des études et le triage des références est généralement effectué à la même fréquence que les recherches, parce qu'il sera plus utile de réaliser des recherches mensuelles si les études ne sont évaluées que plusieurs mois plus tard. Une chose importante dans les revues systématiques vivantes est d'identifier correctement les nouveaux rapports liés à des études déjà inclus afin d'éviter qu'ils soient considérés à tort comme de nouvelles études. Ça, c'est pourquoi? Parce qu'une même étude peut apparaître sous différentes formes, par exemple dans son registre d'essais cliniques, dans son protocole, dans son résumé de congrès, dans son publication. De plus, un même essai peut donner lieu à plusieurs publications présentant des résultats différents pour des différents critères de jugement ou des résultats pour des populations différentes ou des résultats pour différents time points. Mais c'est le même essai. Et si ces publications sont comptabilisées comme des études distinctes, les mêmes participants vont finir inclus plusieurs fois dans les méta-analyses. Et ça, c'est une erreur méthodologique importante. C'est important quand on fait la recherche et le triage d'être attentif si c'est un essai qu'on est déjà inclus, c'est une deuxième publication d'un essai, d'une étude que c'était déjà inclus. Et pour le triage, on utilise de plus en plus logiciels et des outils d'automatisation pour soutenir le dépistage de références, l'extraction des données et l'évolution de restes biais. Il est également essentiel de conserver une trace détaillée des décisions d'inclusion et d'exclusion des études tout au long du processus de tri. Et cette documentation permet d'assurer la cohérence des décisions entre les différentes mises à jour de la revue, mais aussi d'identifier plus facilement l'apparition de nouveaux éléments ou de nouvelles caractéristiques dans les essais au fil du temps. Donc, par exemple, si on commence à trouver des raisons d'exclusion
différentes ou de nouvelles raisons d'exclusion, peut-être que les publications ils ont changé, ils commencent à changer, doit se faire réévaluer les méthodes et peut-être les outcomes, au moins on doit regarder qu'est-ce qui se passe, pourquoi les publications qui mettent les critères d'inclusion, ils changent. Et pendant le triage, si on trouve aucune nouvelle étude, si la revue systématique vivante était publiée, on peut actualiser jusqu'à la date de la dernière recherche et le nombre de références examinées. Il n'a pas besoin d'une nouvelle évaluation complète. Il n'a pas besoin de republier. Ça veut dire qu'on a fait une nouvelle recherche à cette date et on n'a pas trouvé aucune nouvelle étude ou des données concernant la revue systématique. Est-ce qu'il y a des questions? On a une question, Carolina. Vous mentionnez des outils et logiciels d'automatisation. Avez-vous des références déjà testées et approuvées à nous conseiller? Oui, on a pour les tri, on peut utiliser Ryan et Covidence. Au moins, ici sont plus utilisés et on va parler avec sur les outils dans les prochaines diapos, mais normalement, on utilise Covidence, qu'il a aussi maintenant une intégration avec un petit peu d'intelligence artificielle et ça fait plus facile l'organisation de leurs références et les triages parce qu'il fait et aussi on donne les critères d'inclusion et d'exclusion, il fait une priorisation de la référence, donc il devient plus rapide peut-être les triages, parce qu'on sait déjà que les premières références sont les plus proches à notre critère d'inclusion-exclusion. Et après, oui, c'est une façon de faciliter et aussi d'organiser et d'avoir tous les références dans les mêmes endroits et d'avoir les raisons d'exclusion et d'inclusion parce qu'on peut utiliser des étiquettes et on peut organiser les exclusions. Pour faire après les diagrammes Prisma, c'est très utile. Mais oui, ça c'est surtout Covidence et Ryan. S'il a quelque autre chose à ajouter. Il a beaucoup plus. Maintenant, il a de plus en plus. Il a des outils différents tous les jours, mais ça c'est les deux qu'on utilise. Alors, peut-être un point là-dessus, il faut bien voir qu'actuellement, le domaine des revues systématiques et des méta-analyses est en train d'être bouleversé par l'arrivée des outils d'IA, en particulier les outils type Large Language Models. Donc, on va avoir de plus en plus ces outils qui vont être mis à disposition, avec des outils qui montrent que, en tous les cas, pour le screening, c'est extrêmement efficace, hein, avec des performances qui sont finalement presque aussi bonnes que les performances des humains. C'est-à-dire quand on regarde deux humains qui font le screening des titres et l'abstract et qu'on compare l'IA par rapport à ces deux humains, ben, la reproductivité des deux humains, elle n'est pas tellement meilleure que la reproductivité de l'IA et de ces deux humains, vis-à-vis de ces deux humains. Et en plus, l'IA va identifier des articles qui potentiellement étaient pas identifiés par les humains. Pour l'extraction des données, pour des extractions simples, ça semble aussi être assez performant. Pour d'autres extractions un peu plus complexes, comme évaluer le risque de biais, ben, on sait qu'évaluer le risque de biais, les humains, ils sont souvent pas d'accord. Et ben, c'est pareil pour l'IA. Du coup, l'IA n'est pas très bonne pour évaluer le risque de biais actuellement. Donc, il faut bien voir que les revues systématiques dites vivantes vont évoluer considérablement dans un avenir proche grâce à l'accès à ces différents outils qui vont impacter les revues systématiques classiques, mais aussi les ressources nécessaires pour faire des revues systématiques vivantes.
Ensuite, peut-être un point, alors je ne sais pas si vous l'avez vraiment abordé ou si vous allez l'aborder, mais le protocole. Je ne sais pas si vous avez des choses dessus après, Carolina, mais en tous les cas, le protocole, il est vivant. Vous voyez, le protocole, il va être vraiment vivant. C'est-à-dire que vous allez écrire à un moment donné des choses dans le protocole qui ensuite vont devoir évoluer parce que une revue systématique vivante, c'est une revue systématique qui est sur le long terme. Et donc, il y a peut-être des questions sur lesquelles finalement, on a un haut niveau de preuve et voilà. Et puis, il y a d'autres nouvelles questions qui sont apparues et donc vous allez adapter votre protocole au cours du temps. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête, c'est qu'on a un protocole vivant et donc vous êtes obligé de réfléchir à une gouvernance pour faire vivre ce protocole vivant. Par exemple, vous allez avoir des décisions à prendre. Donc, si on prend l'exemple de la Covid, donc au départ, on avait dit, il y a peu d'études, donc on va prendre tous les types d'études. Et puis finalement, on a commencé à avoir beaucoup d'essais randomisés. On a décidé de se focaliser sur les essais randomisés. Et puis à un moment donné, pour les vaccins, on se rendait compte que les essais randomisés, ils continuaient à en avoir beaucoup, mais ils ne répondaient pas vraiment aux questions qui étaient importantes pour les décideurs. Et donc, on avait un steering committee qui nous guidait quand on avait besoin de prendre des décisions de ce type. C'est le steering committee qui, avec des expériences de cliniciens, de décideurs, de gens qui font des revues systématiques, qui disaient, voilà, oui, effectivement, cette question-là ou cet aspect-là de votre question, on va le mettre en pause. C'est pas pour ça que quand on arrêtait le screening, c'est-à-dire on continuait le screening et on continuait à les identifier, mais on n'allait pas extraire des données. Et on pouvait, du jour au lendemain, réveiller cette question et collecter les données et répondre à cette question. Donc, vous avez des décisions à prendre au cours du temps. L'autre exemple que je vous ai donné, c'est les cancers pulmonaires à petites cellules. À un moment donné, c'était pour les cancers à petites cellules qui résistaient au traitement habituel. C'était ça notre question de recherche. Et en fait, cette question est devenue obsolète parce que finalement, tout le monde essayait ces traitements, ces nouveaux traitements qui marchaient très très bien sur les cancers qui résistaient. Et tout le monde commençait à essayer ces nouveaux traitements sur les cancers dès le diagnostic. Et donc, du coup, continuer notre revue systématique telle qu'on l'avait prévue n'avait aucun sens, puisque ce n'était pas la demande des cliniciens. Et donc, on élargissait nos critères d'éligibilité et même on allait dévier nos critères d'éligibilité vers les cancers diagnostiqués. Donc voilà, et donc ce protocole vivant veut dire que vous devez mettre en place une gouvernance pour guider les décisions. Et puis, vous devez avoir un outil qui permet de voir les amendements au protocole que vous avez mis au cours du temps. Et réfléchir, c'est-à-dire que de temps en temps, il y avait des questions où on abandonnait complètement. De temps en temps, c'est des questions qu'on allait identifier au moment du screening, mais on n'allait pas collecter les données. Mais par contre, on pouvait les mettre à disposition de la communauté de recherche qui peut avoir envie de s'emparer de ces éléments-là et de collecter des données. Donc voilà, c'est important d'avoir ça en tête parce que c'est vraiment, vous mettez en place une vraie gouvernance. Alors, il y a aussi une question de Aurélie Danjou sur la publication. Je ne sais pas si vous allez en parler. Oui, vous allez en parler. Oui, non, pas encore. On va parler avec. Vous allez en parler. D'accord. Donc, on abordera cette question dans les diapos suivantes. OK. Donc, oui, dans les cas qu'on n'a pas aucune nouvelle étude, on rapporte la date de recherche et le nombre des études qu'on a trouvées. Qu'on a retrouvées, mais sans aucune nouvelle étude intéressante. Après, voyons maintenant les étapes à suivre lorsqu'une nouvelle étude est identifiée. Donc, dans la revue systématique vivante, on peut avoir différentes approches. Et une première approche consiste à extraire et intégrer immédiatement les nouvelles données de ce qu'elles sont jugées pertinentes pour la revue. Cette stratégie permet de maintenir les conclusions aussi à jour que possible. Mais
elle peut être très, très exigeante en termes de ressources et de charges de travail. Une autre approche consiste à utiliser certaines méthodes statistiques afin d'estimer si les nouvelles données probantes sont susceptibles de modifier les conclusions de la revue avant de procéder à une mise à jour complète. Cela permet de prioriser les mises à jour qui auront réellement un impact important sur les résultats ou le niveau de certitude des données probantes. Alors, qu'est-ce que c'est un impact important, un impact substantiel sur les conclusions? Pues ça, c'est important de définir à l'avance dans le protocole ce qui sera considéré comme un impact suffisamment important pour justifier une mise à jour de la revue. Dans certaines approches, des méthodes statistiques permettent d'anticiper les impacts probables des nouvelles données avant de réaliser une mise à jour complète. Ces méthodes peuvent par exemple s'appuyer sur la taille des études ou sur l'ampleur estimée de l'effet observé. Et il est également possible de préspécifier certains seuils indiquant qu'une mise à jour devient nécessaire, par exemple un changement important dans la taille de l'effet, dans la précision des estimations ou dans le résultat des critères de jugement principaux. Des autres critères peuvent aussi être considérés comme substantiels. C'est un changement dans les directions de l'effet, une modification du niveau de certitude des données probantes selon l'approche GRADE, ou on peut encore l'apparition de nouvelles interventions d'une autre population ou l'apparition d'effets indésirables cliniquement importants qui n'avaient pas été identifiés auparavant. Ça peut aussi disparaître les mises à jour complètes de la mise à jour de la revue systématique vivante. Si la décision est prise de mettre à jour la revue systématique vivante, les nouvelles études suivent ensuite les étapes habituelles d'une revue systématique standard, incluant l'extraction des données, l'évaluation du risque de biais et la mise à jour des méta-analyses avant la communication et la publication des résultats actualisés. Par rapport à la publication de la mise à jour, on a ici, on peut dire 3 cas, les cas où il n'y a pas aucune nouvelle étude, où on avait dit déjà, ça fait actualiser la date de la dernière recherche et le nombre de références examinées. On peut avoir un cas où des nouvelles probantes sont identifiées mais pas encore intégrées. Normalement, on c'est pas publié, c'est pas, on peut faire une publication ou pas. Et dans le troisième cas, dont il a les nouvelles données probantes sont intégrées, ouais, ça c'est en publication avec une évaluation éditoriale complète et en révision en peer review. Le rapportage de revue systématique vivante doit suivre les recommandations standard de Prisma et il a aussi une extension que c'est le Prisma LSR, Living Systematic Review. La publication de revue systématique vivante représente également un défi particulier. Parce que dans ce modèle classique de publication scientifique, chaque mise à jour d'une revue correspond à un nouvel article avec un nouveau DOI et une nouvelle citation. Si la mise à jour devient très fréquente, cela peut rapidement devenir complexe pour les lecteurs, pour les auteurs, pour les éditeurs et les systèmes d'indexation bibliographique. Pour cette raison, plusieurs approches sont actuellement explorées. Certaines équipes choisissent de publier principalement sur des plateformes web dynamiques plutôt que sous forme d'articles traditionnels. Il y a des autres qui décident de mises à jour moins fréquentes ou utiliser des systèmes qui permettent de modifier directement les articles publiés sans besoin d'une nouvelle publication. Mais à mon avis, c'est pas le plus facile parce qu'il a besoin d'un site web et beaucoup plus de ressources. Mais l'utilisation d'une plateforme web, c'est idéal, surtout si la mise à jour c'est très fréquente. Mais ça va dépendre surtout
basiquement de la quantité de CSR d'études publiées. Alors, la question sur la publication, oui. Peut-être la question sur la publication, je pense que vous avez bien répondu, Carolina. Il reste juste une partie de cette question. Est-ce que la production se fait dans le même journal ou on peut publier ailleurs pour une mise à jour? Peut-être professeur Boutron souhaitait intervenir là. Pardon, oui, oui, tout à fait. La publication, c'est toujours compliqué. En général, ça peut être dans le même journal, ça peut être dans un autre journal. Et puis, il peut y avoir des discussions, par exemple, sur simplement, mais ça, je pense que Carolina l'a bien dit, sur le côté de, on va faire simplement une petite mise à jour, une petite modification du papier parce que ça ne change pas les résultats, ou on va refaire un papier plus complet. Donc, vraiment, la publication, ce n'est pas forcément dans le même journal. Ensuite, par exemple, si on prend la Cochrane, l'idée, c'est que ce soit systématiquement republié dans la Cochrane, puisqu'il y a une sorte d'engagement. Il y a eu le même type d'engagement, par exemple, pour le BMJ, qui avait publié plusieurs mises à jour des revues systématiques vivantes qui avaient été réalisées sur la Covid. Donc, ça va un petit peu dépendre et il y a vraiment une réflexion, mais ça, c'était... donc, nous, ça avait été notre approche qui avait été suivie par d'autres équipes après, qui était de dire, on peut pas faire... Il n'y a pas que la publication. Parce que souvent, il n'y a pas besoin de republier, mais c'est quand même des informations importantes. Et il y a plus d'informations que ne peut en contenir une publication. Donc, d'avoir une réflexion sur déposer toutes les informations sur par d'autres moyens que simplement la publication scientifique avec une peer review qui peut prendre du temps. Et dans ces cas-là, vous mettez une plateforme et vous allez mettre toutes les informations disponibles sur la plateforme. Donc, c'est un site web où vous allez simplement mettre à jour avec toutes les informations disponibles, qui du coup permet à tout le monde de venir n'importe quand, même si votre mise à jour n'a pas fait un changement extrêmement important. C'est quand même important que les gens connaissent les dernières données, voient quelles sont les dernières données. Donc, je pense que ça, c'est extrêmement important. Il y avait même des discussions, par exemple pour la Cochrane, que lorsqu'on resoumet une mise à jour, on repense un peu la peer review. On ne va pas recommencer une peer review from scratch qui va remettre en question certains aspects. Et donc, d'avoir presque une peer review un peu intégrée à l'histoire de la vie de la Living Review. Donc ça, c'est des champs qui ne sont pas encore vraiment définis, qui sont encore en discussion sur comment on doit envisager la peer review d'une Living Systematic Review. Est-ce que c'est à chaque fois des mêmes personnes? Est-ce que ça va être des nouvelles personnes qui vont faire cette peer review? Est-ce qu'on doit avoir une peer review au moment des prises de décision de modification du protocole? Est-ce que les modifications du protocole doivent aussi être peer reviewées? Donc, ça soulève plein de questions. Il va y avoir plein de pratiques différentes, mais qui ne vont pas forcément être sans qu'il y ait vraiment de consensus sur c'est quoi la bonne pratique. Parfait, on n'a plus de questions, sauf si quelqu'un souhaite poser des questions, n'hésitez pas à lever les mains ou à intervenir tout de suite dans les chats. Ouais. Et finalement, sur les méthodes de revue systématique, comme professeur Boutron a dit, il a besoin d'une révision périodique des méthodes de LSR, désolé, c'est en anglais, de la revue systématique vivante, de vérification périodique de la qualité doit être réalisée afin d'assurer que les différentes étapes du processus restent cohérentes et rigoureuses au fil du temps. De certains projets, on peut avoir un comité de pilotage ou un comité méthodologique qui supervise également l'évolution de la revue. Et ce comité pourrait évaluer régulièrement les méthodes utilisées et apporter les ajustements nécessaires lorsque le contexte scientifique, clinique ou méthodologique évolue.
Cette révision continuée permet d'adapter la review au changement du domaine d'étude, à l'évolution des données probantes disponibles ou encore aux nouveaux outils et méthodes devenant disponibles au cours du temps. Et enfin, la transition vers les fins du mode vivant. Une revue systématique vivante peut cesser d'être maintenue en mode vivant lorsque les critères qui justifiaient cette approche ne sont plus réunis. Ça veut dire la question peut ne plus être prioritaire pour la prise de décision, le niveau de certitude des données probantes devient suffisamment élevé, plus de nouvelles études peuvent être attendues ou encore les ressources nécessaires pouvant ne plus être disponibles. Cette décision doit idéalement être discutée avec les auteurs, les comités de pilotage et l'équipe éditoriale quand le journal s'est engagé dans la revue systématique vivante. Et avant la sortie du mode vivant, on doit faire une dernière mise à jour complète de la revue et généralement réalisée afin par intégrer les dernières données probantes disponibles. Et on doit retirer les éléments méthodologiques spécifiques à la revue systématique vivante. Et il est essentiel d'indiquer clairement les dates de la dernière recherche bibliographique afin que les utilisateurs sachent jusqu'à quel moment les données probantes ont été prises en compte dans cette revue. Alors, nous allons aborder des considérations importantes. On a déjà parlé sur quelques des considérations importantes à prendre en compte lors de la réalisation de la systematic review. On a l'implication pour les auteurs et l'équipe. Comme on avait déjà dit, les revues systématiques vivantes ont des implications importantes pour les auteurs, parce que contrairement aux mises à jour classiques qui mobilisent ponctuellement des ressources importantes, la revue systématique vivante repose sur une mobilisation continue des ressources plus modeste, mais maintenue dans le temps. Cela nécessite une équipe stable, expérimentée et engagée sur une période prolongée. Il a besoin aussi d'une gestion de projets solide afin de coordonner les tâches continues comme la recherche et le tri des études, ainsi que les tâches réalisées sporadiquement comme les évaluations de risque de biais, l'extraction des données, les analyses et la rédaction des mises à jour. Les membres de l'équipe pouvant rejoindre ou quitter le projet au fil du temps, mais une documentation claire des décisions et de leurs justifications reste indispensable pour assurer la cohérence pendant le processus de la revue systématique. Les questions de reconnaissance académique, c'est aussi également un petit peu compliqué parce que les auteurs déjà impliqués ainsi que les nouveaux contributeurs doivent avoir une reconnaissance appropriée à travers de nouvelles versions et citations de la revue. Mais en même temps, on doit éviter une multiplication excessive de références distinctes. Ça devient un petit peu compliqué to manage. Et enfin, le financement, comme on déjà dit, constitue souvent un défi car les mécanismes de financement traditionnels sont généralement limités dans le temps ou associés à des projets ponctuels. Et les équipes devront donc développer des stratégies permettant de soutenir le fonctionnement continu de la revue sur le long terme. Donc, ça fait de prévoir de la ressource pour le temps qu'on pense qu'on va. Il y a des fois que c'est difficile à dire, mais on doit, con un financement court, ce n'est pas possible de faire une revue systématique vivante. Et par rapport à des technologies, la technologie joue un rôle de plus en plus important, comme on a déjà dit. Ces outils on peut utiliser dans la revue systématique classique, mais sont particulièrement intéressants dans le contexte de la revue systématique vivante, parce que les tâches sont répétées de manière continue.
Il a nombreuses plateformes et logiciels permettant de soutenir différentes étapes de la review grâce à, on utilise le text mining ou des machine learning ou de plus en plus des intelligences artificielles. Mais cependant, l'intérêt réel de ces outils dépend du volume de références générées à chaque mise à jour. Pour des revues produisant plus de nouvelles études, si on ne trouve pas beaucoup de nouvelles études dans chaque recherche, le développement des outils automatisés peut parfois demander plus d'efforts que les bénéfices obtenus. On doit faire des équilibres entre l'utilisation des études et la quantité de travail qu'on a besoin pour utiliser ces études. Et enfin, comme pour toute autre méthode utilisée dans une revue systématique, l'utilisation prévue de logiciels d'automatisation ou d'intelligence artificielle doit être décrite à l'avance dans le protocole de la revue. Et comme le professeur Boutron a dit, c'est un protocole vivant, donc si on doit faire des expérimentations avec des nouvelles outils, on peut, mais ça fait actualiser le protocole. Ce tableau illustre un petit peu comme différentes technologies et approches collaboratives pour soutenir pratiquement toutes les étapes d'une revue systématique vivante. Je pense que pour le moment, l'objectif n'est pas de remplacer les chercheurs, mais de rendre certaines tâches plus efficaces et plus soutenables dans le temps, notamment la recherche bibliographie et l'étude des études. Pour l'extraction des données, le risque de biais, comme on a déjà dit, c'est un petit peu compliqué. Cela montre que la faisabilité des revues systématiques vivantes dépend en grande partie aujourd'hui de l'organisation des processus d'utilisation des outils qui permettent de réduire la charge de travail répétitif. Ces diapos, on présente quelques exemples des outils d'intelligence artificielle actuellement utilisés ou explorés dans les revues systématiques, soit pour le triage, soit pour l'extraction, ou pour le résumé des articles, la rédaction ou l'extraction d'informations, que c'est le cas des LLM. Mais ouais, c'est une revue systématique, c'est une revue méthodologique qui est en train d'être mise à jour, en fait. Mais cette étude portant sur l'utilisation des LLM dans la production de revues systématiques en santé. Pas vivante sur la revue systématique classique, mais on peut extrapoler l'expérience. Ils ont trouvé 37 études qui ont évalué l'utilisation des LLM dans les différentes étapes du processus de la revue systématique. Les applications plus fréquentes concernaient la recherche bibliographie, la sélection d'études et l'extraction des données. Dans ces cas de cette étude-là, GPT était le modèle le plus souvent utilisé. Et les résultats montraient que l'intérêt pour ces outils est en forte croissance, mais que la validation reste encore limitée. Parce que environ 104% des études considèrent les LLM comme prometteurs, 25% neutres et 22% décevants. Et donc, cette revue montre donc que les outils d'intelligence artificielle ont un potentiel important, mais qu'il a toujours besoin d'une évaluation méthodologique rigoureuse et de supervision humaine importante. Mais comme on avait dit, cette revue, c'est de 2024. Et ils sont en train de faire les mises à jour. Ces résultats, probablement, on va changer parce que, comme on connaît bien, les outils d'intelligence artificielle, ils changent tous les jours, ils sont ils sont améliorés tous les jours. Donc, je suis sûre que dans les mises à jour de cette revue, les résultats vont être très, très différents. Avez-vous On a des questions? Peut-être je pose une question au professeur Boutron moi-même. Donc, selon votre expérience,
Quelles étapes méthodologiques sont les plus difficiles à maintenir dans une logique de mise à jour d'un revue systématique? Je pense que c'est plus des problèmes. Toutes les étapes sont complexes. C'est plus des problèmes de process. Alors, nous, on avait l'expérience de la Covid et c'est vrai que la Covid, la difficulté, c'était la quantité d'informations à synthétiser. Mais il y a très peu de questions de domaine de recherche. Vous allez avoir autant, sur une période aussi courte, d'informations à synthétiser. Ce qui va être compliqué, c'est d'assurer la continuité. C'est-à-dire d'assurer que finalement, au cours du temps, on va évaluer de la même manière les titres et l'abstract parce que les équipes vont bouger. Les gens ne vont pas forcément rester des années. Donc, les équipes vont bouger. Donc, il y a tout un questionnement sur le process, comment on fait pour que former les gens à faire les différentes actions et puis à synthétiser correctement l'évidence. Mais je ne pense pas que ce soit des problèmes méthodologiques particuliers. Peut-être aussi la transparence, comment on a fait les decisions qu'on a pris, tout ça. Vous avez effectivement, et ça c'est un point extrêmement important, je ne sais pas si vous avez encore des diapos à présenter après, Carolina, ou vous avez fini? Oui, D'accord. oui. Ce sera des exemples pratiques sur Covid-NMA et les Oui, D'accord. autres. dans l'exemple de la D'accord. COVID-NMA et de Peut-être, l'écosystème. Oui. d'accord, si vous voulez les montrer, comme ça moi je peux en parler un petit peu. Mais effectivement, vous prenez des décisions au cours du temps et donc c'est comment on fait pour être complètement transparent. Donc on a des reporting guidelines qui ont été, les reporting guidelines, c'est comment on doit présenter les articles et les publications des résultats, qui justement est aussi des réflexions des papiers sur les protocoles, sur comment essayer de garder les traces de toutes ces décisions qu'on va prendre au cours du temps, qui va être d'un seul coup abandonner une partie des études ou se focaliser sur une autre, ou sur la manière dont on va évaluer aussi certains éléments. Par exemple, vous prenez le risque de biais. Ben, les outils méthodologiques pour évaluer le risque de biais, ils évoluent au cours du temps. Donc, on a eu la Risk of Bias Tool 1, ensuite on a eu la Risk of Bias Tool 2, et là on va bientôt avoir la Risk of Bias Tool 2 adaptée ou mise à jour, et tous ces outils méthodologiques qui vont un petit peu évoluer dans le temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait les mises à jour? Est-ce qu'on revient en arrière? Est-ce qu'on fait pour les nouvelles études un nouvel outil? Est-ce qu'on garde les vieux outils? Et donc ça, c'est extrêmement compliqué. De la même manière, si on va s'appuyer sur, et je pense qu'on va très très rapidement s'appuyer sur des outils d'IA pour faire le screening et l'extraction de données, ben, on sait que ces outils d'IA, ils évoluent constamment au cours du temps. Donc comment on fait? Est-ce qu'on va garder des anciens, mais ils vont probablement disparaître? Si vous voulez avoir accès à les vieux ChatGPT, ben, vous n'allez peut-être pas pouvoir y avoir accès. Est-ce qu'on va prendre des nouveaux outils, mais est-ce qu'on va les réévaluer? Est-ce qu'on va utiliser les mêmes prompts pour ces outils, les mêmes modes d'utilisation? Donc, c'est en fait ce côté un petit peu qui est de mise à jour au cours du temps, et les outils méthodologiques et les outils logistiques, si vous voulez, qu'on utilise pour faire ces différentes tâches qui sont importantes pour une revue systématique et pour faire en sorte que cette revue systématique soit pertinente. Ben, comment on intègre les changements qui vont arriver au cours du temps. Donc ça, c'est une difficulté. L'autre difficulté pour moi, c'est quand même les grosses décisions qui sont à prendre avec la gouvernance au cours du temps quand on va faire évoluer la question de recherche. Et ça, c'est important parce que si on s'appuie que sur des méthodologistes, eh bien, ils n'auront probablement pas les mêmes visions que des décideurs. Donc, vous avez besoin de réfléchir dans votre gouvernance comment vous allez impliquer les patients, par exemple, dans les décisions. Comment vous allez impliquer les financeurs, comment vous allez impliquer les décideurs. L'autre point, peut-être que vous l'avez un petit peu moins abordé, Carolina, c'est que la particularité de ce qu'on avait fait pendant la Covid, par exemple, c'était de faire une Living Systematic Review, mais d'associer à cette Living Systematic Review ce qu'on appelle un Living Mapping.
Ah oui, les slides, les prochaines D'accord. slides. Ben, j'en Mhm. parle et comme ça vous les Ok. présenterez après, mais Ok. avec l'idée que, alors là c'était parce qu'on s'intéressait aux essais randomisés. Et la particularité des essais randomisés, c'est que on a une obligation d'enregistrer tous les protocoles de ces essais randomisés avant d'inclure le premier patient dans l'essai randomisé. C'est spécifique aux essais randomisés, vous n'avez pas du tout les mêmes obligations pour les études observationnelles, par exemple. Mais donc, ça veut dire que vous avez des registres d'essais où vous allez avoir une vision, si vous utilisez ces registres d'essais, de toutes les études qui sont réalisées au niveau mondial sur votre question de recherche. Et donc, du coup, on avait mis en place tout un process pour mettre à jour et avoir une vision à jour de tous les essais qui étaient en cours. Et ça, c'est très, très important pour guider votre gouvernance. Parce que, par exemple, quand vous estimez que, ben voilà, compte tenu de votre ressource et de la quantité d'essais qui arrivent, vous allez devoir réduire le champ dans lequel vous allez synthétiser l'évidence, avoir une connaissance de toute la recherche qui va venir, qui est en train d'être faite, bah, ça va vous aider à dire, bah non, moi je vais me focaliser plutôt sur un domaine où il y a des essais qui sont planifiés, qui sont en cours. Je ne vais pas continuer à mettre à jour un domaine où je sais qu'il n'y a que 2 essais qui sont enregistrés et il ne s'est rien de passé depuis 5 ans. Donc voilà. Donc ça, d'avoir ces registres d'essais, et moi je milite pour qu'on ait la même chose pour les études observationnelles, au moins dans le domaine de l'évaluation thérapeutique, c'est extrêmement important. Je vous laisse prendre la suite avec l'exemple et je pourrais commenter sur l'exemple si vous voulez, Caroline. Ok. Donc, l'exemple concret, comme on l'avait dit, c'est sur l'initiative COVID-NMA, qui est une initiative internationale de recherche soutenue notamment pour l'OMS et Cochrane, développée pendant la pandémie afin de suivre en continu les essais cliniques liés à COVID-19. Cette chronologie illustre bien la rapidité avec laquelle la plateforme COVID-NMA a été développée et adaptée pendant la pandémie. De janvier 2020, les premiers cas de COVID-19 sont signalés en France et en février 2020, la plateforme COVID-NMA est créée afin de suivre les essais cliniques portant sur les traitements pharmacologiques et non pharmacologiques et les résultats étaient mis à jour quotidiennement et communiqués aux autorités sanitaires françaises comme les AS et les cellules de crise. En avril 2020, alors que le nombre de cas dépassait 1 million dans le monde, l'OMS demandait à pouvoir utiliser les données de la plateforme COVID-NMA. Et on a développé la cartographie interactive en ligne afin de visualiser les données disponibles, les études qui étaient en train d'être réalisées, de mener. À partir de août 2020, le projet a évalué vers l'évaluation de l'efficacité des vaccins avec un protocole de revue systématique vivante et de méta-analyse. Ça a été disparu parce qu'en juillet 2020, c'était la première publication d'AstraZeneca. La plateforme et les outils d'extraction de données sont adaptés à cette nouvelle thématique. En septembre 2020, une cartographie vivante spécifique aussi aux vaccins est mise en ligne. Puis, en décembre 2020, les premières revues systématiques vivantes avec méta-analyse sur l'efficacité des vaccins est publiée. Dans ces moments-là, on avait donné, était publié AstraZeneca, Pfizer et Janssen. Et enfin, en 2021, le projet continue d'évoluer avec l'intégration des études observationnelles et l'évaluation de l'efficacité des vaccins contre les différentes variantes, notamment après l'émergence des variantes Delta. Dans cet exemple-là, on montre bien la capacité des revues systématiques vivantes de s'adapter rapidement à l'évolution des connaissances et des besoins de santé publique dans un contexte de crise sanitaire. Ça, c'est un exemple de décisions très importantes, mais il y avait beaucoup plus de décisions aussi qu'on avait prises pendant cette
surtout première et deuxième année de la revue systématique vivante, parce que le contexte, il a changé tous les jours. Et par rapport à la cartographie dynamique, cartographie vivante ou Living Evidence Map, c'est une approche complémentaire, comme on avait dit, à la revue systématique vivante. Et l'objectif est de repérer, organiser et visualiser en continu les études disponibles dans un domaine de la recherche. Dans le cas de COVID-19, le processus reposait sur des recherches régulières dans les registres de ces cliniques, suivi de l'extraction des données pertinentes et leur intégration dans une plateforme interactive. Quand j'ai dit l'extraction des données pertinentes, c'est l'extraction des données dans les registres. Et ces visualisations étaient mises à jour régulièrement afin de permettre un suivi en temps réel de l'évolution de ces essais cliniques liés à la COVID-19. Cette diapo montre un exemple concret de la cartographie dynamique développée. Les données issues de ces cliniques étaient continuellement identifiées, extraites, intégrées. Les plateformes permettaient de suivre tous les essais randomisés contrôlés enregistrés, et les cartes interactives facilitaient la visualisation des collaborations internationales, de la répartition géographique des essais et des domaines, aussi que pour identifier rapidement les domaines où les données sont abondantes, mais aussi les lacunes de connaissances. Que ça, se peut utiliser pour les chercheurs pour savoir qu'est-ce que c'est fait et où il y a des gaps dans les connaissances, dans la recherche. Et elle peut aussi aider les chercheurs et les organismes de financement à prioriser les futures questions de recherche. Donc, cet exemple illustre bien comment la revue systématique vivante et les cartographies dynamiques pouvant soutenir rapidement la prise de décision et l'orientation des priorités de recherche dans un contexte d'évolution rapide des connaissances. Ça veut dire, si on trouve que chaque jour, il y a 10 ou 5 essais enregistrés, on est sûr qu'on doit continuer la revue systématique vivante parce qu'on prévu beaucoup plus de données et de données probantes à futur. Et c'est ça que j'ai de la cartographie dynamique. Si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, peut-être. Je vais peut-être juste... je peux partager mon écran. Vous en avez beaucoup encore de choses à dire après ou vous avez fini? Sinon, je vous laisse finir et je commente après sur COVID-19. Oh, OK. Oui, j'ai 4 slides. Allez-y, finissez, okay. Je commente après. Oui, cette diapo, on présente le flux de travail mis en place dans le cadre COVID-19. Les process commençaient pour la recherche continue dans différentes sources, notamment le registre clinique, MedArchive, Medline ou plateformes comme Epistemonicus, lorsqu'ils ont fait une recherche une recherche spécifique pour les projets. Ça veut dire que sur Epistemonicus, on peut trouver tous les jours les études publiées sur la COVID-19. Ces recherches étaient faites tous les jours. Les études identifiées étaient ensuite soumises à un screening en double, suivi de sélection d'articles pertinents. Les données étaient extraites en double avec des consensus. On a fait l'analyse du risque des biais et les résultats étaient ensuite intégrés dans des méta-analyses chaque semaine pour 13 critères de jugement pour les interventions et 8 critères de jugement pour les vaccins. Le résultat est mis en ligne sur la plateforme COVID-19 tous les semaines. Et cet exemple illustre bien l'organisation très structurée nécessaire pour maintenir une revue systématique vivante dans un contexte où les nouvelles données sont publiées à un rythme extrêmement rapide. Parce que cette mise à jour, c'était tous les vendredis. On a des nouvelles méta-analyses et aussi des tables d'évidence profile. Et
ouais, cette review, il a des impacts sur les guidelines, sur les données analysées de COVID-19 ont contribué aux travaux de plusieurs structures importantes comme la Haute Autorité de Santé, à l'international. La plateforme a été également utilisée pour l'OMS, pour Nice, au Royaume-Uni. Et cette expérience montre bien l'importance des revues systématiques vivantes dans des situations d'où les connaissances évoluent extrêmement rapidement. Après, je voudrais faire un point sur l'application liée aux revues systématiques vivantes, puisque les revues systématiques vivantes ont des implications qui vont bien au-delà de la simple mise à jour continue des données probantes. L'une des principales opportunités est leur capacité à soutenir le développement des lignes directrices vivantes aussi. Dans ces modèles, les recommandations cliniques pouvaient être mises à jour progressivement dès qu'un changement important apparaît dans les données probantes, plutôt que d'attendre une révision complète des lignes directrices après plusieurs années. Cela ouvre également la porte à d'autres produits de données probantes vivantes, comme les systèmes d'aide à la décision clinique, certaines approches de gestion des technologies de santé ou encore des outils de transfert de connaissances et d'aide aux politiques de santé publique. Les revues systématiques vivantes pouvant aussi favoriser des liens plus étroits entre la recherche primaire, la synthèse des données probantes et la prise de décision en santé grâce à leur fonctionnement continu et collaboratif. Dans cette figure, c'est illustré le concept de futur evidence écosystème, que c'est dans les articles de la série Future of Evidence Ecosystems. Il explique que les modèles traditionnels de revue systématique ponctuelle n'est plus adapté au volume et à la vitesse actuelle de production de données scientifiques. Aujourd'hui, de très nombreuses revues sont produites de manière indépendante, souvent avec des duplications, des délais importants et parfois des résultats rapidement obsolètes. Les auteurs de cet article proposent donc de passer d'un fonctionnement fragmenté à un système vivant et collaboratif où les données issues de la recherche primaire alimentent continuellement les synthèses de données probantes, qu'ils même soutiennent des recommandations cliniques vivantes et des systèmes d'aide à la décision. Dans ce modèle, les revues systématiques vivantes ne sont plus considérées comme des projets isolés réalisés au moment précis, mais comme des processus continus qui se construisent autour d'une question clinique prioritaire. Cet écosystème repose aussi sur une collaboration plus étroite, comme je dis, entre chercheurs, méthodologistes, cliniciens, développeurs de lignes directrices, décideurs et patients. Finalement, cette vision montre que les revues systématiques vivantes représentent non seulement une nouvelle manière de mettre à jour la synthèse des données probantes, mais aussi une transformation plus large de la manière dont la connaissance scientifique sont produites, synthétisées et utilisées. Et je laisse ici aussi des ressources, cette collection par Elliott et collaborateurs. Cette série décrit les principes méthodologiques, les enjeux organisationnels, les aspects statistiques et toutes les implications de revues systématiques vivantes ainsi que des lignes directrices vivantes. Et vous savez aussi le réseau Cochrane, le Cochrane Handbook, qui a des recommandations méthodologiques détaillées sur la conduite des revues systématiques et des revues systématiques vivantes. Et c'est gratuit, c'est en ligne. Et les modules d'apprentissage interactif de Cochrane, quelques sont payés, quelques sont gratuits. Et que ces ressources sont régulièrement mises à jour et sont un bon point de départ pour approfondir les aspects méthodologie et pratiques des revues systématiques vivantes. Puis ça, c'était tout pour ma présentation et on a les webinaires à venir. Merci beaucoup, Carolina. Peut-être juste, Lina, pour revenir un tout petit peu sur l'expérience COVID-NMA. Fallait bien voir que la pression à l'époque pour avoir des données probantes était extrêmement forte et la quantité d'informations qui étaient disponibles extrêmement importante.
Et donc, nous, contrairement à d'autres, notre choix, ça a été immédiatement de ne pas communiquer par les publications. On a fait finalement très peu de publications sur cette initiative, mais de tout communiquer par une plateforme. Et donc, c'est la plateforme, là, Lina vous les a mis en lien, où ce qu'on avait mis en place, c'est donc vraiment un process pour avoir, et je vais peut-être juste partager mon écran si c'est possible. Oui, normalement, vous avez le droit de... Oui. Écran. Donc là, c'était, on obtenait les données qui étaient sur les registres. Et juste pour vous l'illustrer, par exemple, ça permettait vraiment de guider à la fois la revue systématique, mais ça permettait aussi de guider les cliniciens. Par exemple, on mettait en place, donc à partir des données qu'on avait collectées sur les registres et qu'on mettait à jour toutes les semaines, puisque toutes les semaines, le protocole pouvait avoir changé, des nouveaux protocoles apparaissaient, des protocoles se terminaient. Et donc, on a proposé des visualisations qui permettaient comme ça de guider. Et vous voyez bien ici, si on prend l'hydroxychloroquine, on voit bien qu'il y a pile poil un moment donné pour l'hydroxychloroquine. Je vais essayer de... et c'est vraiment au moment où le président ou le professeur Didier Raoult a commencé à communiquer en disant que l'hydroxyne marchait bien et que le président américain a fait le buzz sur l'hydroxychloroquine, qu'on a un nombre d'études qui sont planifiées qui est énorme. Et 139 études sur l'hydroxychloroquine, avec des pics par moment. Et au total, alors là, on s'est arrêté de faire la recherche, mais en 2022-23, là c'est en 2023, 22 juin 2023, 151 essais randomisés planifiés sur l'hydroxychloroquine. Alors que c'était un traitement qui ne marchait pas et que très tôt, on a vu qu'il ne marchait pas. Et donc, on voit bien que c'est des outils qui permettent aussi de guider la recherche. Parce que quand on regarde un petit peu qu'est-ce qui a été fait, l'hydroxychloroquine, convalescence plasma et ivermectine aussi, qui a été énormément d'essais randomisés, plus de 100 essais randomisés sur l'ivermectine, et où finalement la recherche était guidée plus par les médias et ceux qui faisaient le buzz que par les données de la science. Et donc, utiliser ces outils pour guider la science et guider bien évidemment aussi ceux qui font synthétiser les connaissances, c'est extrêmement important. Et c'est le lien des deux qui avait vraiment un peu fait notre différence par rapport à d'autres personnes qui faisaient des revues systématiques, et le fait aussi de mettre à disposition toutes nos données. Donc, si on prend par exemple les traitements, voilà, pharmacologic treatment, si on va dessus, donc là, ça s'est arrêté, mais on avait à disposition toutes les études. Les gens pouvaient voir toutes les études avec des informations sur ces études, l'évaluation du risque de biais et pourquoi les risques de biais étaient évalués de cette manière. Et ils avaient accès, j'ai de fermer, mais je n'arrive plus, accès à pour toutes les comparaisons. Donc, vous voyez, toutes les comparaisons qui étaient organisées. On peut prendre monoclonal antibody, et puis vous aviez pour chaque comparaison, donc si par exemple on va prendre tocilizumab versus le standard care, qui a été dernière mise à jour, c'était en décembre 2022, mais c'était mis à jour toutes les semaines. Et donc toutes les semaines, les gens pouvaient avoir accès au forest plot. Ça prend un tout petit peu de temps. Accès au forest plot, et pouvaient comme ça mettre à jour leurs recommandations de pratique clinique. Et donc, donc au départ, vous cliquiez, vous aviez le forest plot qui apparaissait. Et donc très rapidement, on s'est dit, il faut laisser l'opportunité à ceux qui développent des recommandations de pratique clinique, parce que quand vous développez vos recommandations de pratique clinique, vous allez regarder le résultat de la revue systématique, mais en fonction de là où vous vivez, vous n'allez pas faire les mêmes recommandations. Si vous habitez en Afrique subsaharienne, vous n'allez pas avoir les mêmes recommandations parce que vous n'avez pas les mêmes ressources, vous n'avez pas les mêmes conditions de prise en charge des patients, vous n'avez pas la même infrastructure que si vous êtes en Amérique du Nord. Et donc, on laissait la possibilité aux gens de pouvoir faire leurs propres analyses. Donc, vous choisissiez votre traitement, donc quelle intervention, donc on va repartir sur la tocilizumab.
si je le trouve. Ah pardon, là je suis dans les par type de maladie. Donc si on va sur les on n'a qu'à faire corticoïdes. Vous choisissiez votre critère de jugement, si on s'intéresse à la mortalité. Donc là, vous aviez tous les critères de jugement, et c'était tous les critères de jugement qu'on avait préspécifiés. Donc là, on va choisir la mortalité. Vous pouviez décider, mais moi je m'intéresse que à ceux qui ont une maladie modérée, ceux qui ont une maladie critique, et là on va faire toute la population. Vous pouvez décider si vous faites un random effect ou pas, la méthode pour estimer l'hétérogénéité. Si vous souhaitez faire des analyses en sous-groupe, si vous voulez une analyse de sensibilité, si vous voulez exclure les études qui sont high risk of bias, exclure les études qui sont produites sous forme de préprint, différentes méthodes pour prendre en compte les données manquantes. Et puis, une fois que vous aviez fait ça, vous pouviez voir le forest, il est en dessous d'ailleurs, normalement, le forest plot, voilà. Vous avez le forest plot qui est là, avec toutes vos études, quel type de traitement, quel type de corticoïde, quel type de comparateur, quel effet de traitement dans chaque voie, le risque relatif de l'étude, le poids de l'étude et l'effet de traitement global. Et vous aviez la possibilité de télécharger ce forest plot et de l'intégrer. Donc par exemple, en Afrique du Sud, toutes leurs recommandations s'appuyaient sur nos forest plots et s'appuyaient sur nos données. Et donc là, on voit vraiment toutes les études, le suivi, le type de population, l'effet de traitement, et puis le risque de biais. Et vous aviez aussi, c'est ce qu'on a rajouté un peu après, possibilité d'avoir accès aux descriptions des études. Et donc voilà, vous aviez la description exacte des études et des informations qui sont dans les études qui ont été identifiées. Donc ça a été un outil extrêmement fort pendant la Covid, mais qui s'appuyait sur derrière une infrastructure où on avait mis en place une infrastructure où les chercheurs collectaient les données directement dans l'infrastructure. Automatiquement, l'infrastructure, donc indépendamment, chaque chercheur collectait les données. L'infrastructure comparait les données collectées, automatiquement identifiait les discordances. Les chercheurs pouvaient checker leur discordance et obtenir leur consensus sur l'infrastructure. Et puis ensuite, en interne, il y avait quelqu'un qui validait l'étude. Et puis, toutes les semaines, on mettait à jour l'analyse, on vérifiait que l'analyse était bien et on la publiait. Et donc, c'est pour ça que Carolina vous parlait de Living Guidelines. Donc, c'est des recommandations de pratiques cliniques, parce que l'OMS et les différentes sociétés savantes, l'HAS en France, vont développer des recommandations de pratiques cliniques. Et ces recommandations de pratiques cliniques vont s'appuyer sur des revues systématiques. Et donc, on peut faire des revues systématiques vivantes qui vont être associées à des recommandations de pratiques cliniques vivantes. C'est-à-dire que dès que la revue systématique change la conclusion, il va y avoir un contact avec ceux qui développent les recommandations de pratiques cliniques pour qu'ils mettent à jour leurs recommandations pratiques cliniques en tenant compte des nouvelles données qui ont été mises à disposition. Donc c'est pour ça que c'est un process, et si on réfléchit au process complet, nous, ce qu'on voulait en plus, c'est que au niveau de la revue systématique, on fasse aussi une sorte de feedback à ceux qui planifient les essais pour leur expliciter c'est quoi les priorités, et puis en particulier faire attention, voilà, un des gros gâchis de la recherche, c'est que tout le monde n'évalue pas le même critère de jugement. Par exemple, pour les vaccins, on n'a pas pu faire de méta-analyse parce que les investigateurs, en tous les cas pour les essais randomisés, n'évaluaient jamais le même critère de jugement. Ils évaluaient des critères immunogénétiques, mais ce n'était jamais exactement évalué de la même manière. Donc on pouvait être descriptif, mais pas vraiment faire de méta-analyse. Donc l'idée, c'est qu'à un moment donné, ceux qui font des revues systématiques fassent un feedback auprès de ceux qui font les études, pour que justement, ils fassent en sorte d'évaluer tous les mêmes critères de jugement, par exemple, au même moment. Et donc, ça force à repenser globalement le système. Parce que quand on regarde les recommandations de pratique clinique actuellement, vous n'en avez que 10% en moyenne, quel que soit le domaine, qui sont à un niveau de preuve élevé.
D'accord? Donc, la plupart des recommandations de pratique clinique et la plupart de la pratique clinique qu'on a tous les jours s'appuient sur un niveau de preuve faible. Donc, on a besoin de repenser un peu le système et les Living Systematic Review, c'est une première approche pour essayer de repenser le système. Voilà, donc c'était un peu l'expérience qu'on voulait partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pas de questions. Lina, tu voulais que les gens évaluent, non? Oui, merci à nos intervenants, et Carolina et professeur Vautron. Merci beaucoup pour cette présentation et merci à toutes et à tous pour votre participation. Je voulais juste une autre minute de votre temps pour évaluer cette présentation et pour nous donner un peu qu'est-ce que vous souhaitez avoir pour les prochains webinaires, en tout cas pour 2027. Donc, merci encore et à la prochaine webinaire qui sera en septembre. Je ne vois pas le lien pour l'évaluation, Oui, Lina. c'est bon, c'est envoyé. Ah, voilà. Merci. Merci beaucoup. En Donc, tout si vous cas, pouviez... l'enregistrement et le webinaire et les slides, ils vont être envoyés prochainement avec le lien de satisfaction aussi. Mais si vous pouvez le faire tout de suite, ça sera encore mieux. Merci beaucoup. Et c'est important pour nous d'avoir vraiment vos retours parce que ça permet d'identifier les thématiques que vous souhaitez voir abordées par ces webinaires. Et donc, nous, par exemple, il y a des thématiques, c'est parce qu'elles ont été demandées par ceux qui participaient au webinaire et qu'on les a mises en place. Et puis, c'est En important effet. pour nous de montrer et d'améliorer la qualité de nos interventions. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une excellente journée.